8h56, une banale intervention dans les rues de New York, quand soudain, un grondement sourd. Ce pompier y prête à peine attention et pourtant... L'impensable vient d'arriver. Un avion transformé en bombe volante vient de fondre sur la première tour du World Trade Center. Aux abords du Stade de France, 2 kamikazes viennent de se faire exploser à 10 minutes d'intervalle. Un troisième suivra moins de 30 minutes plus tard. Il est 21h30, une nuit d'horreur vient de commencer. Le président François Hollande, qui assistait au match amical France-Allemagne, est exfiltré. Il découvre alors la situation dans Paris. Des attaques sont en cours dans les 10e et 11e arrondissements de la capitale. Des fusillades à des terrasses de cafés et de restaurants. C'est fait, les Bleus sont champions du monde! Les Bleus sont champions du monde pour la 2e fois dans l'histoire du football français! Et Emmanuel Macron peut embrasser la présidente de la Croatie, ils ont été valeureux ces Croates. Mais Deschamps est en sommet du ciel, et les Bleus aussi. Hugo, Benjamin, Raphaël, Samuel, Paul, Antoine, Olivier, Kylian, Golo, Blaise, Lucas, Steve, Alphonse, Presnel, Adil, Djibril, Benjamin, Thomas, Corentin, Steven, Ousmane, Nabil et Florian. Ils sont champions du monde. Vous venez d'entendre des extraits de l'annonce d'événements très marquants. En écoutant ces extraits, vous vous êtes peut-être spontanément replongé au moment où vous avez appris ces informations, au moment où vous avez vécu l'annonce de ces événements marquants. Il ne s'agit pas ici, en fait, des informations liées à ces événements que vous avez pu apprendre par la suite, mais vraiment de votre vécu à ce moment-là. Et c'est ce qu'on appelle un souvenir flash. 6e épisode. Comment votre mémoire reconstruit le passé ? Un souvenir flash, c'est un souvenir détaillé et imagé qui va concerner le moment où l'on apprend la survenue d'un événement qui souvent est surprenant et dont on soupçonne qu'il va avoir des conséquences majeures pour soi et pour le reste du monde. Alors, ces souvenirs flash, ils peuvent concerner des événements négatifs, mais aussi des événements positifs, même si malheureusement, c'est souvent des événements négatifs. Les études sur ce type de souvenirs ont débuté à la fin des années 70 par des travaux scientifiques qui ont pu montrer que chez des Américains, de nombreuses personnes pouvaient décrire très précisément ce qu'ils faisaient et dans quel état d'esprit ils se trouvaient au moment où ils avaient appris la mort de John Fitzgerald Kennedy, ce qui s'était passé plus de 15 ans auparavant. Le plus souvent, les personnes sont capables de restituer le lieu, mais non seulement le lieu où ils étaient, mais aussi l'activité qu'ils réalisaient, la source de l'information, c'est-à-dire comment ils l'ont apprise, est-ce que c'est quelqu'un qui leur a dit, est-ce qu'ils l'ont entendu par des médias, les émotions qu'ils ont ressenties, et celles aussi des autres, et également les conséquences personnelles que cet événement a eues. Dans notre unité de recherche, nous étudions comment des personnes, qu'elles aient été directement concernées ou non, conservent un souvenir de la mémoire de l'annonce des attentats de Paris et de Saint-Denis en 2015. Ce que nous cherchons à comprendre, c'est comment ces souvenirs évoluent avec le temps, et surtout, qu'est-ce qui fait que ces souvenirs peuvent être conservés, oubliés, ou même un peu modifiés en fonction des situations et en fonction des personnes. À 21h49, alors que 1500 personnes assistent à un concert de rock au Bataclan, 3 assaillants font irruption et ouvrent le feu. Un journaliste du Monde voisin filme cette scène surréaliste. Des spectateurs tentent de fuir par une porte dérobée, d'autres sont même accrochés aux fenêtres. Les souvenirs flash entretiennent des liens très étroits avec notre identité sociale. Un souvenir flash associé à un événement dépend de l'importance sociale qu'on a accordée à cet événement. Il dépend de notre groupe social. Par exemple, aux États-Unis, l'annonce de la mort de Martin Luther King a produit un souvenir flash chez de nombreux Afro-Américains, alors que c'était beaucoup moins le cas dans d'autres communautés. Bonsoir. Le révérend docteur Martin Luther King, prix Nobel de la paix et leader du mouvement pacifiste pour les droits civiques aux États-Unis, a été assassiné à Memphis cette nuit. Le fait de raconter un souvenir flash, ça constitue aussi un marqueur très profond de notre identité sociale, dans la mesure où ça vous permet d'afficher aux autres ce qui est important pour vous à vos yeux. À l'inverse, ce qui est moins important est moins rappelé. Alors, même si la sensation de revivre l'événement est particulièrement vive pour le souvenir flash, ce souvenir, comme tout souvenir, peut comporter certaines inexactitudes. Par exemple, ce qui a été montré, c'est que de nombreux Américains déclarent avoir appris la nouvelle des attentats du 11 septembre 2001
en voyant la télévision le premier avion percuter les tours. Et en fait, ce souvenir-là, il est impossible parce que ce qui a été diffusé ce jour-là à la télévision, c'est les images du deuxième avion, alors qu'on voit déjà la première tour en flammes. Cette relecture de votre passé, elle peut aussi être liée à la coloration émotionnelle de l'événement. Dans une étude menée auprès de Danois qui avaient vécu à la fois l'invasion de leur pays par l'armée allemande en 1940 et la libération en 1945, une partie importante des personnes avait déclaré qu'il faisait beau le jour de la libération, alors qu'il faisait gris le jour de l'invasion. Alors qu'en fait, finalement, la météo disait pas tout à fait ça. Vous voyez qu'il s'agit le plus souvent de petites variations, comme pour vos souvenirs. La majorité du souvenir est juste, mais il existe des ajustements. Il y a rarement de faux souvenirs complets, mais ça peut quand même arriver. Contrairement à ce qui se passe pour les souvenirs flash, qui reviennent spontanément à l'esprit, récupérer un souvenir, même pour des événements importants de votre vie, va vous demander un effort particulier. Et vous utilisez la plupart du temps une stratégie très codifiée. Si je vous demande d'essayer de vous rappeler de votre dernier anniversaire, vous allez d'abord replacer cet événement dans une période de vie plus large. Vous savez à quelle époque de l'année ça se situe. Vous allez ensuite essayer de retrouver des événements liés à cette période de vie un peu plus précise. Ah oui, à cette époque-là, j'étais dans tel pays, j'étais avec telle personne. Et donc j'ai dû fêter mon anniversaire avec ces personnes. Et vous allez progressivement comme ça reconstruire, avec une démarche d'entonnoir, votre souvenir en allant de cet événement général jusqu'à l'événement particulier et peut-être récupérer une info très spécifique sur cet anniversaire. Ah bah oui, à cet anniversaire d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré telle personne que je connais toujours aujourd'hui et avec qui j'ai des relations importantes. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des cas, votre mémoire va encore une fois avoir une démarche de construction. Et cette démarche de construction, eh bien, va faire que vous allez reproduire, non pas l'événement à l'identique, mais retracer cet événement avec une coloration particulière. Et cette coloration particulière, elle va dépendre du contexte dans lequel vous êtes. Parce qu'en ce moment, en fait, vous êtes de telle humeur, vous allez mettre plutôt en avant-plan tel événement ou telle partie joyeuse de l'événement ou du souvenir. Et alors qu'au contraire, si en ce moment vous êtes d'une humeur un peu plus chagrine, vous allez revoir un événement un peu plus triste, un élément un peu plus triste de l'événement qui vous intéresse. Ça ne modifie pas complètement votre souvenir, mais vous voyez que la trace en mémoire va progressivement évoluer au cours de votre vie. Et elle pourrait ressurgir de façon un peu différente à un autre moment de votre vie parce que les conditions ont changé. Alors notre mémoire ne fonctionne pas du tout comme un magnétoscope, vous l'avez compris, ni non plus comme un disque dur où on arriverait à aller rechercher des informations exactement à l'identique. Mais au contraire, elle va subir un nombre important de mécanismes qui vont conduire à la reconstruction du souvenir. La plupart du temps, ces mécanismes sont des mécanismes volontaires, même si vous avez compris que dans certains cas, le souvenir peut revenir de façon soudaine, parce qu'un indice de récupération est venu le faire évoquer à notre mémoire. Mais dans la plupart des cas, on va vouloir reparler d'événements. Et quand vous allez reparler d'événements, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en parler à une personne en particulier. Et parler de cet événement à une personne en particulier va vous conduire à choisir de mettre en avant certains éléments du souvenir et pas d'autres. À parler de la présence de telle personne et pas de telle autre, parce que vous n'avez pas envie de blesser la personne à qui vous racontez le souvenir, ou parce que vous avez envie de vous mettre en avant en racontant que vous connaissez telle ou telle personne. Ça va conduire comme ça la récupération à mettre au premier plan des éléments du souvenir qui vont être rehaussés. Comme vous avez compris, il y a d'autres éléments de votre souvenir qui, au contraire, vont être mis à l'arrière-plan. Et peut-être que le fait de les mettre à l'arrière-plan régulièrement va avoir tendance à ce qu'ils soient progressivement oubliés. Vous allez avoir un souvenir qui va évoluer tout au long de votre vie, au fur et à mesure des récupérations, qui va se colorer de différents éléments, parfois peut-être de petites imperfections. Mais ça, en fait, vous avez besoin de penser que c'est pas le cas, parce que vous avez besoin de penser que votre mémoire est exacte et qu'elle reproduit les faits exactement de la même façon, qu'elle vous redit exactement ce qui s'est produit. Même si souvent vous vous retrouvez confronté à des discussions où il y a des petits débats sur le fait que vous étiez là ou pas là, que telle personne était présente, que ça s'est passé de telle façon. Et c'est un phénomène tout à fait normal du fonctionnement de notre mémoire. Notre mémoire, elle nous construit comme ça une identité qui va évoluer tout au long de notre vie. Et cette construction identitaire, eh bien, elle n'est pas simplement le reflet de tout ce qu'on a vécu, mais elle est aussi dépendante de ce qu'on a envie de vivre, de nos objectifs de vie, de la façon dont on a envie de rappeler nos souvenirs. Et de la façon dont on a envie d'être dans le monde et d'être avec les autres. Finalement, le fait que notre mémoire fonctionne pas par apprentissage répété, c'est intéressant et c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est plus la façon dont elle va fonctionner, par association. Ça nous permet de renforcer certaines traces. Ça c'est important.
Et, ce qui est important aussi, c'est que finalement, notre mémoire, en fait, on peut distinguer 2 éléments dans notre mémoire. Un aspect qu'on peut appeler, entre guillemets, instrumental, c'est comment notre mémoire nous sert en tant qu'outil. C'est-à-dire, on a besoin d'apprendre une liste de courses, on a besoin de ne pas oublier les choses qu'on veut acheter. Donc là, c'est utiliser sa mémoire comme un outil. Alors, il y a plein de stratégies pour réussir à bien apprendre ces listes de courses et puis à rien oublier et puis pas se faire réprimander quand on rentre à la maison parce qu'on a oublié une partie de la liste de courses. Et pas simplement parce qu'on avait la tête en l'air, mais simplement parce qu'on a tout oublié, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que notre mémoire, elle garde beaucoup plus de choses, même si à certaines époques de notre vie, on a l'impression de les avoir oubliées. Parce que le contexte va s'y prêter, à un moment donné, ces informations, elles vont revenir. Je disais tout à l'heure, parce qu'un indice particulier va se présenter, qu'on n'avait pas vu venir, il y a un souvenir ancien qui va revenir. Une période de notre vie qu'on pensait avoir oubliée et qui finalement va ressurgir. Et puis aussi, ce qui est extrêmement important, c'est qu'au-delà de cet aspect un peu instrumental de la mémoire, notre mémoire, elle a un nombre très très important de fonctions qui vont à la fois influer en fait sur la construction de nos souvenirs et sur la façon dont on les récupère. Elle a notamment une fonction importante qui est une fonction de transmission. Faut pas oublier à quoi sert notre mémoire. Ça sert pas seulement à apprendre des listes de courses, mais surtout, ça peut être essentiel à notre survie dans certains cas. Si on se souvient où trouver telle information ou qui est telle personne, ça peut être quand même très très important. Est-ce que cette personne est un ami ou un ennemi ? Ça peut être très très important pour la suite de notre vie ou même de notre survie dans certains cas. Mais ce qui est encore plus important, c'est cette fonction de transmission de notre mémoire. La plupart du temps, on essaye de récupérer des choses pour en reparler aux gens. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on veut garder en mémoire ou qu'est-ce que notre mémoire conserve ? C'est très dépendant justement de notre personnalité. Alors c'est un phénomène un peu particulier sur notre mémoire parce que finalement, ça fait que notre mémoire, c'est à la fois le support de notre identité, parce qu'on se souvient de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu, de qui on est. Je me souviens du nom de mon institutrice de maternelle, Madame Jean. Je me souviens pas du tout d'elle la plupart du temps, mais je me souviens de son nom. C'est une information. Je me souviens de mes adresses. Bon, c'est des informations, vous allez dire, qui sont pas très importantes pour notre identité, mais on se souvient des gens qu'on a connus, de ce qu'on a fait, avec un côté, quand on s'intéresse à la mémoire, nous on appelle ça décontextualiser, c'est-à-dire que c'est une information, c'est une connaissance que j'ai sur ma vie. Et c'est extrêmement important pour mon autobiographie. Quand je dois déclarer mon identité, je donne mon nom, je donne là où j'habite. Mais il y a une autre facette de notre mémoire qui comprend nos souvenirs. Et cette facette-là de notre mémoire, elle est beaucoup plus labile que ce qu'on a l'impression qu'elle est. Elle est beaucoup plus labile d'abord parce que, comme vous l'avez compris, en fait, elle peut des fois ressurgir, des fois pas ressurgir. Elle peut ressurgir en fait en mettant certains éléments au premier plan et pas d'autres. Et quand on veut transmettre les choses, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va aller chercher, cette fois-ci, à l'inverse, par des mécanismes de construction, cet élément qu'on veut mettre au premier plan ou un autre. Ça va renforcer des choses, ça va en éliminer d'autres. Alors, ce qui se passe de façon assez intéressante, c'est que finalement, quand j'ai répété tout ça, c'est que c'est à la fois la mémoire, c'est à la fois le support de notre identité, mais c'est aussi notre identité qui va faire que notre mémoire va conserver ou restituer à certains moments certains éléments. Et il y a un jeu comme ça, un mécanisme, un lien réciproque entre la mémoire et l'identité, et une identité qui n'est pas seulement mon identité personnelle, mais qui est aussi mon identité sociale. Parce que c'est ce que je veux transmettre aux autres. Donc c'est le souvenir que je veux leur présenter. Et puis c'est aussi parce que j'ai vécu des choses importantes avec eux, le souvenir que j'ai de cette situation. Alors j'espère que vous avez appris plein de choses pour mieux comprendre comment fonctionne votre mémoire et comment mieux la faire fonctionner, pour que dans la vie de tous les jours, ce soit un outil utile et fidèle, pour qu'elle rappelle très clairement ce qui s'est passé dans le passé, ou ce que vous deviez apprendre. Mais j'espère aussi que vous avez compris que notre mémoire est à la fois le support de notre identité, qu'elle soit personnelle mais aussi sociale, mais également que notre identité va structurer la façon dont notre mémoire se construit et récupère le souvenir de notre vie. Votre cerveau, comment fonctionne votre mémoire ? Par Michael Lenné. Réalisation Laurent Polleret, prise de son et mixage Éric Boisset, avec la voix de Céline Duchesnay, une collection proposée par Camille Renard. Et pour mieux comprendre toute la complexité de votre cerveau, retrouvez toutes les saisons précédentes, le langage, la créativité, la dépression, les bienfaits du sommeil et bien d'autres sur franceculture.fr et l'application Radio France.